Salut à tous, alors très grosse vidéo, comme d'habitude je l'ai un peu préparé mais ça restera donc en vlog, je vais vous chapitrer donc tout, on va parler de l'architecture 800 volts, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients pour le client, pour les boards, les stèles, on va parler de Unity, on va parler de Tesla, on va parler aussi quels sont éventuellement les dangers, les risques éventuellement donc par rapport au réseau, parce que tout ceci en fait n'est pas anodin, donc n'hésitez pas en tout cas à pousser la vidéo, à mettre un pouce, à vous abonner. Donc je vous dis, ça sera chapitré, on aura toutes les informations. Cette vidéo m'a été inspirée, donc c'est Automobile Propre qui en parlait, mais ça faisait un petit peu bini oui oui, c'est-à-dire que a priori le 800 volts c'est la solution donc miracle. On va voir qu'elle n'est pas parfaite. Je vous spoil la conclusion. Pour moi, je vous l'ai toujours dit, en fait, il faut déjà soigner donc sa consommation, son autonomie et déjà avoir une bonne plateforme en 400 volts et de proposer des charges qui soient intéressantes. Au final, lorsqu'on a une charge qui est déjà très bonne en 400 volts, oui, on va diviser par deux, mais quand on parle déjà de très très loin sur du 400 volts, comme l'e-motor par exemple qui fait du 30-40 minutes, mais même Renault qui est relativement long donc sur les charges, bon, est-ce que c'est finalement un argument? On va voir que les pertes sont moins importantes, donc voilà, on va aborder vraiment tous les sujets. Donc j'espère que ça vous plaira. On n'est pas sur une partie technique 400 volts à transformer en 800 volts, mais vraiment toutes les contraintes d'un point de vue donc technique pour donc l'installation, l'infrastructure et aussi le coût, tout ce que ça coûte. Donc j'ai cherché vraiment beaucoup d'informations. Vous allez voir que des bornes, des stèles, Tesla appelle ça comme ça, et bien qu'on passe de 400 à 800 volts, ça passe de 30 000 à 100 000 euros, donc c'est quand même très important. Donc première partie, introduction, et après donc on passe tout de suite à la première, enfin du moins deuxième partie, qui sont les avantages de cette architecture 800 volts. Alors quels sont les avantages de l'architecture donc 800 volts? Dans un premier temps, je vous ai dit donc la charge plus rapide. Donc normalement on appelle ça donc charge rapide, CCS. La charge rapide, et il y a la charge donc ultra rapide. Donc c'est lorsqu'on va dépasser logiquement 250 kW et on est sur une charge donc entre guillemets avec un pic à 350 kW. Ce qui est important finalement, c'est éventuellement le palier. Donc le palier chez Tesla, notamment sur les batteries grande autonomie NMC, elle est plutôt assez nulle. On prend un pic de 250, un petit peu comme ma batterie CATL de mon modèle Y, et ça ne fait que chuter jusqu'à descendre jusqu'à 120, 100, 80, 60, donc Automobile Propre a bien mis les courbes, etc. Donc c'est assez intéressant pour mon modèle Y CATL, je suis sur une moyenne environ à 150 kW, et on verra d'ailleurs sur les risques finalement d'incendie ou autre, ou même pour la batterie et sa dégradation, ne pas dépasser 150, c'est plutôt bien. Au final, la meilleure batterie qui a été faite donc sur le marché, c'est le modèle Y avec sa batterie BYD Blade, qui proposait finalement pratiquement un palier à 170. A priori, le moteur était bridé, donc ça on va en parler notamment sur les moteurs, ça permet pas mal de choses sur le 800 volts, mais on va être donc à 350 au lieu de 250, et il va falloir aussi intégrer un convertisseur si on peut dire, donc en tout cas le BMS qui puisse gérer à la fois le 800 volts et le 400 volts, donc pour les bornes. Donc tout ceci bien sûr on verra à la fin a un coût, et donc d'avoir une charge divisée plus ou moins par deux. Donc là, voilà, c'est ce qu'ils disent éventuellement, à 10-80, on est entre 15 et 20 minutes. Xpeng, par exemple, je crois qu'ils sont à 18, ils vont passer à 12. Maintenant, quand tu vois BYD, enfin du moins la batterie BYD Blade dans le modèle Y qui fait entre 15 et 17 minutes, ça on verra dans la conclusion, quel est l'intérêt de passer à 10 minutes. Mis à part pour ceux qui sont très pressés, honnêtement en 10 minutes, le temps que vous branchez, vous n'avez le temps de absolument rien faire, même pas le temps d'aller aux toilettes. Oui. Efficacité donc énergétique accrue, par contre ça c'est indéniable, c'est-à-dire que à puissance égale un système de 800 volts utilise des courants plus faibles, ce qui réduit donc les pertes par effet, donc là on est en joules, donc par rapport à la chaleur, donc en fait là c'est fou, c'est les câbles. Donc pour schématiser, quand on est par exemple sur un tableau électrique, qu'on est sur du 10 ampères par exemple sur un disjoncteur, eh bien on peut se permettre de prendre à 1,5 mm. Donc là, quand on va passer sur du 16 ou du 20 ampères, on ne peut pas rester sur du 1,5. Ça ne va pas tenir. Donc en fait, il faut passer sur du 2,5. Et c'est là le paradoxe, c'est-à-dire que comme en joule, comme la chaleur en fait du
circuit qui est en série logiquement est beaucoup moins important, eh bien on va pouvoir injecter des puissances beaucoup plus importantes et finalement le câblage va être plus fin. C'est ce que Tesla d'ailleurs veut faire, c'est-à-dire deux séries plus fins et que ça coûte moins cher. Chaque fois qu'ils tentent une technologie cela, c'est uniquement parce que le process coûte moins cher. Et a priori, ils n'ont pas encore fait parce que ça coûte trop cher. Parce qu'il faut des composants, on va le voir donc dans les inconvénients, qui sont un peu plus élevés. Donc, dans le câble, connecteurs et composants. Cela améliore l'efficacité globale du véhicule, augmentation potentielle de l'autonomie, donc c'est vraiment très bien. Composants plus légers et plus compacts. Ça, voilà, je vous l'ai dit, mais vous verrez, il y a le revers de la médaille, ils sont plus chers. Et puis, je pense que comme il y a moins de véhicules en 800 volts, eh bien pour le moment ça coûte plus cher. Mais comme les constructeurs chinois sont pratiquement passés tous à 800 volts, eh bien je pense que ça va baisser au niveau du prix, et eux ils s'en fichent que ça coûte un petit peu plus cher, parce qu'en fait ils englobent tout ça dans le prix, mais comme vous le savez, il n'y a pas que les constructeurs chinois, il y a aussi, quand tu vois Renault, Leapmotor, de toute façon, que tu vois Stellantis, les charges sont entre 25, 30, 40 minutes, et donc l'argument va être mouche de dire, voilà, peu importe que ça soit une batterie LFP ou NMC, ça on va y revenir 2 petites secondes, eh bien ça va diviser pratiquement par 2. Oui, parce qu'en fait le pack, si vous voulez, c'est un petit peu comme le connecteur CCS, il peut se permettre de prendre 1000 volts. Donc on verra à la fin, l'impact il est vraiment très faible. Ce qui est important de comprendre, c'est plutôt tout le réseau et tout ce qui est aux alentours et tous les composants. Donc les performances aussi améliorées, le système 800 volts supporte mieux les moteurs électriques puissants, offre une meilleure accélération et des performances élevées, particulièrement donc pour les véhicules haut de gamme ou sportifs. On l'a vu avec le Leapmotor, donc le C10, qui va passer donc aux 800 volts avec un temps de charge qui était vraiment pas terrible, voire nul, 30 à 40 minutes, qui va descendre en dessous des 20 minutes et qui va passer de 208, c'est en tout de mémoire, à 270 chevaux. Donc en fait, on a une meilleure en fait puissance, une meilleure tension. Donc le 800 volts dans l'ensemble est pour le véhicule plutôt positif. Compatibilité avec l'avenir, les infrastructures de recharge évoluent vers donc les bornes ultra rapides, compatibles 800 volts, ce qui rend ces véhicules mieux préparés pour le réseau de charge futur. Ce qui est complètement fou, c'est que oui, Unity le développe, Electra aussi, avec peut-être du 1000 volts. On a parlé aussi des au-delà de 350 kW, donc jusqu'à 600 kW pour les véhicules en CCS. Après, ça sera du 1000 kW pour les camions. Mis à part pour les camions, je vois pas en fait ce que ça va apporter. En fait, on pourra en reparler dans la conclusion, mais la vidéo va durer 1 heure malheureusement. Il va falloir prendre son temps. Cette histoire de charge, c'est exactement la même chose que l'autonomie. Et avec des batteries, par exemple, de Stellantis, même les batteries chinoises, tout ce qu'on voit, les cils ou autres, ce sont des batteries de 80, 90 kWh. Je pense que, à mon sens, aujourd'hui, on est dans du gaspillage et ça peut être bien pour certaines personnes, mais par exemple, tu as Kia Hyundai, et bien sur les petites compactes, ils reviennent sur du 400 volts parce que ça a un coût assez important. Donc là, on va parler sur la partie inconvénient. Le coût, donc je vous l'ai dit, ça coûte plus cher. Donc les composants spécifiques aux 800 volts, onduleurs, convertisseurs, batteries adaptées, donc sont plus coûteux à produire, ce qui augmente le prix du véhicule. Alors ça, en fait, comme je vous l'ai dit, les constructeurs chinois vont l'intégrer. Et comme ils sont un peu pénalisés sur leur autonomie, on l'a vu sur tous les véhicules, que ce soit chez BYD, Xpeng, un peu moins chez MG. Et MG d'ailleurs, je crois, n'a pas encore de 800 volts. Moi, je pense que c'est prématuré. Je ne dis pas que ça ne doit pas arriver, mais que c'est prématuré. Donc les fabricants doivent investir dans des technologies avancées, comme des semi-conducteurs en carbure de silicium, je ne connais pas, donc CIC, rien à voir avec la banque, donc plus performant, mais plus cher. Donc la compatibilité limite avec les infrastructures actuelles, de nombreuses bornes de recharge, surtout en dehors donc des grands axes, sont limitées à 400 volts ou des puissances plus faibles, 50, 150 kW, ce qui réduit davantage la charge rapide. Alors là, oui, elle n'a plus aucun intérêt. Maintenant, je vous l'ai déjà dit, à partir du moment où il y a un convertisseur, Mercedes va devoir revenir dessus parce que oui, c'est sinon handicapant. Certains véhicules 800 volts nécessitent des adaptateurs ou des convertisseurs internes pour changer donc sur des bornes 400 volts, ce qui peut compliquer l'expérience utilisateur. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, il va falloir se mettre d'accord. Aujourd'hui, tous les véhicules électriques, et je crois que les hybrides rechargeables, j'ai un doute, je crois qu'ils n'ont pas de CCS, j'ai un gros doute. Bref, tout ce qui est un CCS, donc on parle uniquement de la charge rapide, donc sur des longs trajets, on est sur du 400 volts. Il y en a à 350, bref, tu m'auras compris, 400 volts. Ils prennent tous du 400 volts. Eh bien, si on adopte une deuxième type de charge à 800 volts, BYD a fait du 1000 volts, on va pas commencer aussi à faire du 1000 volts, parce qu'on peut y aller en fait. Aujourd'hui, même chez Tesla, il n'y a pas de contrainte V3, V4 pourrait,
le CCS est prévu pour 1000 volts. Les bornes et les batteries, les packs batteries, on verra dans les contraintes et on va dire finalement les dangers qui n'en sont pas réellement par rapport à Unity, par rapport à Hyundai et Kia. On le voit, ça passera, c'est pas un problème. Donc complexité technique, la conception et l'intégration d'un système 800 volts sont plus complexes, augmentent les risques de panne ou de problèmes de fiabilité si les composants ne sont pas parfaitement optimisés. Et c'est pour ça que Tesla pour le moment ne l'a pas aussi utilisé, parce que ce qu'ils veulent, a priori, les voitures, ça a toujours été comme ça, que ce soit en thermique ou en électrique, on est plutôt entre guillemets en dérivation. C'est un avantage, c'est-à-dire que quand tu as quelque chose qui tombe en panne, par exemple un feu, tu as un truc qui est grillé, eh bien, tu as juste, entre guillemets, un problème au niveau de ton fusible ou autre, mais ça t'empêche pas de rouler. Là, le but, c'est de faire en dérivation, de faire des cas plus petits et de série, pardon, et donc de série, finalement, de limiter, en fait, le nombre de câbles. L'avantage que ça a, moins de coûts au niveau donc, des matériaux, ça va permettre aussi, eh bien, de détecter une panne. Par contre, le jour où tu as un truc qui tombe en panne de série, je t'apprends rien, hein, j'espère, c'est fini. Finito, voilà, c'est juste ça qui peut être embêtant. Par contre, quand tu as une panne, tu sais logiquement où elle est située de série, c'est beaucoup plus simple que quand elle est en dérivation, que tu es obligé de chercher partout avec les fusibles, tu es obligé de les enlever, tu es obligé de faire des diagnostics, c'est très compliqué. Donc a priori, au niveau technique, c'est plus spécifique, on reviendra sur les bornes, pareil, les bornes de 800 volts, a priori, les techniciens, c'est des techniciens qui sont habilités sur de l'ultra, sur des bornes ultra rapides. C'est différent. Donc pareil, c'est un coût, vous allez voir, le coût est juste fou. La disponibilité limitée. Actuellement sur certains modèles haut de gamme, donc comme Porsche, Taycan, Audi e-tron, Hyundai, Ioniq 5, Tesla Cybertruck, utilisent des architectures 800 volts et puis bien sûr Xpeng, etc. Ce qui limite l'accès à cette technologie pour les consommateurs de véhicules donc plus abordables. Donc voilà entre guillemets les inconvénients qui, à mon sens, dans l'ensemble ne le sont pas. C'est une affaire, on va dire, plutôt de coût et de prix. Et donc, l'inconvénient est que ce n'est pas diffus, parce que finalement, ça coûtera encore plus cher sur un petit véhicule. Alors maintenant, on va parler des risques. Parce que j'ai posé toutes les questions, j'ai essayé de chercher, je vous ferai un petit résumé éventuellement pour vous le marquer, on verra bien comment je fais. Donc les risques, une tension plus élevée, 800 volts, augmente les risques d'arc électrique ou de décharge si le système est mal isolé ou endommagé, ce qui nécessite donc des mesures de sécurité rigoureuses. Donc je te le dis, il faut des personnes beaucoup plus qualifiées et c'est au niveau d'un arc beaucoup plus dangereux. Rien à voir avec l'Arc de Triomphe pour la dernière fois. Les interventions sur le système réparation accident doivent être effectuées par des professionnels formés pour manipuler des hautes tensions. Et j'avais dit, on va voir demain s'il y a un accident, par exemple avec Xpeng ou autre. J'espère que chez Mercedes, que souvent chez Mercedes, après ça peut être BM, j'espère que voilà, ils auront des solutions et qu'ils auront des personnes donc, qui sont qualifiées. Donc a priori, il faut des personnes très spécifiques. Dépendance aux infrastructures. Les avantages de la charge rapide dépendent de la disponibilité de bornes 800 volts. Dans les régions où les bornes donc, sont plus rares, l'intérêt du système diminue. Oui, après tu repasses en 400 volts, mais tu arrives à avoir des charges quand même qui sont beaucoup plus intéressantes, donc beaucoup plus importantes. Donc au final, et avec du 800 volts qui finalement chauffera moins quand même. Donc ça reste quand même un avantage par rapport à ce qu'il peut dire. Le seul inconvénient, c'est quand tu n'as pas de convertisseur comme Mercedes. No way. Une adoption inégale des standards, par exemple CCS pour 800 volts, peut compliquer donc les avantages longue distance, voilà, ça on a déjà évoqué. Obsolescence technologique, les technologies de batterie et de charge donc évoluent rapidement. Un investissement important dans une plateforme 800 volts pourrait être dépassé par des nouvelles innovations comme des systèmes 1000 volts ou des batteries à charge encore plus rapides. C'est sans fin. Et je pense que la connerie en fait est sans fin, et on y viendra donc dans la conclusion, puisqu'en fait, c'est bien beau de vouloir limiter, mais l'argument qui est de vouloir se battre finalement nez à nez avec la voiture thermique, c'est un non-sens. Tu prends un véhicule thermique ou tu prends un prolongateur ou une hybride rechargeable et en fait on n'en parle plus. Voilà, c'est aussi simple que ça à mon avis. On ne peut pas, c'est deux technologies différentes avec des avantages et des inconvénients. Si tu ne comprends pas ça, laisse tomber. Impact environnemental sur des composants. Les produits de semi-conducteurs avancés, ce que je vous ai dit, la SiC là, pas CIC, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit tout à l'heure CIC, mais c'est pas grave, ou d'autres composants donc spécifiques aux 800 volts peut avoir un impact environnemental plus élevé que celle des systèmes 400 volts, notamment en termes d'extraction de matériaux rares. Donc voilà. Donc une plateforme 800 volts offre des avantages spécifiques en termes de vitesse de charge, d'efficacité et de performance, mais elle est coûteuse, complexe et dépendante d'une infrastructure et de recharge donc adaptée. Les risques notamment, donc voilà, vous l'aurez compris, c'est bien pour le client. Si le client a les moyens, tant mieux. Ça lui évitera grossièrement de s'emmerder à passer 20 ou 25 minutes.
mais pour le reste, ça n'avance rien, si ce n'est que une batterie LFP avec un 800 volts, c'est quand même plutôt pas mal, parce que finalement, on limite, on va dire, les risques de chauffe, de surchauffe. Pour autant, attention à ce que tout soit bien étanche et bien isolé, parce que de toute façon, plus de puissance, dit de toute façon du voltage, des watts, mais aussi de l'ampérage. Je ne pense pas que tu puisses survivre éventuellement s'il y a un arc ou un problème quoi que ce soit. Mais bon, après, c'est du jamais vu. C'est pas mieux une voiture thermique avec un réservoir où tu es assis dessus à l'arrière qui fait 500 litres. Hein, ou du GPL, ou tout ce que tu veux, de l'éthanol. Alors j'ai fait des recherches sur Google et j'ai essayé de poser des questions donc à Grok en lui disant mais pourquoi finalement ça coûte plus cher cette histoire de 800 volts, 400 volts, parce que voilà, on l'a bien vu, je l'ai expliqué par rapport à Tesla, ils voudraient que ça soit donc parce que les câbles finalement sont plus fins, comme je vous ai dit, donc ça chauffe moins, donc par rapport en joules, donc on fait plus de séries. Donc qu'est-ce qui coûte plus cher au final? On a déjà un petit peu évoqué cette partie-là, mais on va la développer parce que c'est important. Donc les composants spécialisés. Donc le système 800 volts nécessite donc des composants capables de supporter des tensions élevées. Donc à la fois c'est plus fin, mais il va falloir des composants donc, qui soient plus résistants. C'est ce qui va coûter plus cher. Comme des onduleurs, des convertisseurs DC, donc DC-DC, et des connecteurs spécifiques, des pièces sont plus complexes à concevoir et à produire. Ça, je pense qu'il y a aussi, entre guillemets, un effet de rareté, c'est-à-dire que beaucoup d'architectures sont en 400 volts, le jour où on passera en 800 volts, ça coûtera peut-être moins cher. J'ose espérer, pareil, qu'ils ont fait quand même attention au recyclage, c'est ça qui est important par rapport à ces pièces qui, a priori, les semi-conducteurs en carbure de silicium, SiC. Donc, souvent utilisés dans les systèmes 800 volts pour leur efficacité et haute tension, sont nettement plus chers que les semi-conducteurs au silicium traditionnels, les systèmes 400 volts. Donc la question est de savoir, est-ce que ça coûte cher parce qu'il y a une intégration? Est-ce que ça coûtera moins cher s'il y a une intégration qui est plus importante? C'est ça aussi la chose. Ou est-ce qu'il y a un effet de rareté ou éventuellement de fabrication donc qui est plus complexe. Batterie adaptée. Les batteries doivent être conçues pour fonctionner à 800 volts avec des cellules et des modules et des systèmes de gestion BMS. Bah oui, après, une fois que tu es en 400 volts, tu ne peux pas changer, quoi. Optimisé pour des tensions élevées. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure, que le BMS, il est dans ce système-là, et en plus, il doit prendre aussi en compte le 400 volts. Donc obligatoirement, il y a une gestion qui est beaucoup plus complexe. Cela implique donc des coûts de recherche, développement et de production plus élevés car des batteries sont moins standardisées que celles du système 400 volts. Comme je l'ai expliqué, quand on passera aux 800 volts pour tous, du fait que ça soit standardisé, peut-être que ça coûtera moins cher. Mais bon, d'ici là, on passera au 1000 volts, 2000 volts, enfin bref. Je trouve que le 1000 volts, ça doit être réservé aux camions. Et encore, on sait qu'un camion, il doit s'arrêter toutes les 2 heures. Donc en fait, à partir du moment où je crois que c'est 30 minutes, si j'ai un doute, ou si je me suis trompé, n'hésitez pas dans les commentaires. Je pensais que ça soit 20 minutes, et nous, c'est recommandé tous les 20 minutes. Honnêtement, si ça ne suffit pas, donc notamment une petite batterie type plutôt LFP, vous prenez donc une grande autonomie en NMC. Aujourd'hui, chez tous les constructeurs, vous êtes à peu près à 400 km sur l'autoroute, c'est-à-dire à peu près 3 heures en roulant à 130. On sait très bien que pendant 3 heures, on ne roule pas pendant 300 km. On va avoir des agglomérations dans lesquelles on rentre dans des grandes villes, c'est 110, c'est 90. Donc, s'arrêter toutes les 3 heures, une vingtaine de minutes, c'est parce que les gens ne s'en rendent pas compte quand ils s'arrêtent à la pompe. Tu perds du temps déjà parce que des fois, tu fais un peu la queue. Après, tu fous ton essence, tu es obligé de rester avec ton pistolet. Et après, tu vas pisser. Enfin bref. Isolation et sécurité. Donc je vous l'ai dit, c'est-à-dire que on est sur une moyenne de 100 à 150 kW sur du 400 volts. On peut monter à des pics de 250, mais ça reste des pics. Et là, au-delà d'un pic à 350, on est proche à des 240 kW. Donc ça commence à piquer. On verra à la fin au niveau des contraintes. Je ne suis pas sûr que le réseau soit adapté. On va rigoler. Hein, ça va faire comme en Espagne cette histoire. Une tension donc de 800 volts exige des systèmes d'isolation électrique plus robustes pour prévenir des arcs électriques, moi ça me fait flipper ça, et des courts-circuits. Bon, si tu as un court-circuit, tu t'en fous. Ce qui augmente donc les coûts des matériaux, donc câbles, isolants et des tests de conformité. Donc a priori, ça demande en termes d'isolant un câble plus fin mais mieux isolé. Donc après, je sais pas si c'est par rapport, je pense que c'est l'humidité, tout, et d'éviter les arcs. Les dispositifs de sécurité, capteurs, fusibles, disjoncteurs, sont plus sophistiqués et coûteux pour répondre aux normes strictes des hautes tensions. Là, on n'est même plus sur de la haute tension, on est sur de la très haute tension.
sur de l'ultra. C'est-à-dire que ça soit 350 ou 600 kilowatts, même limite demain, enfin déjà 600 kilowatts c'était déjà énorme, a priori, on est sur, on a dépassé un step. Recherche et développement, c'est un petit peu comme un type 2, une charge lente et une charge rapide, grossièrement. Et le port de charge. Donc développer une architecture 800 volts demande des investissements donc importants en recherche-développement pour optimiser l'intégration donc des composants, assurer la fiabilité et maximiser donc l'efficacité. Des coûts se répercutent donc sur le prix. Ça c'est plus pour nous en Europe ou peut-être Tesla ou les constructeurs européens. Les Chinois sont tous adoptés pratiquement le 800 volts, ils ont des bornes 800 volts et en fait ils ont déjà absorbé ce coût et c'est leur argument massue en fait, c'est d'avoir un véhicule qui est tout fini. C'est-à-dire radar, caméra, voilà, la totale, siège chauffant, ventilé, toit vitré, enfin tu m'auras compris, éventuellement opacifié, enfin la totale. Câblage et connecteur. Bien que les câbles soient plus fins, grâce à des courants plus faibles, je vous l'ai dit, c'est par rapport en joules, donc en fait, voilà, et logiquement ça coûte très moins cher. Il doit être conçu avec des matériaux de haute qualité pour supporter 800 volts. Donc, il faut distinguer les joules, la puissance, le kilowatt, et finalement, eh bien, le 800 volts va avoir donc un impact sur les matériaux, même si, je l'ai dit, il est plus léger. Et je vous l'ai dit, donc Tesla, au-delà des armoires, on va en parler, c'est important, tous les transformateurs, etc., ça demande de tout changer. Donc tout ceci aujourd'hui a un coût pour gagner 10 minutes. C'est ça le truc. C'est pas pour gagner 1 heure, pour gagner 10 minutes ou 5 minutes. La question est de savoir est-ce que c'est pas du gaspillage. Donc conclusion, l'architecture 800 volts est plus chère en raison des composants donc spécifiques, on l'a déjà dit, et si vous voulez des détails, donc voilà sur cette partie. Alors moi je suis allé poser des questions à Grok, parce qu'à un moment donné j'avais la flemme et je me suis quand même posé des questions, tu vois, pendant 1 ou 2 heures, voilà, j'étais dans la voiture et tout, en même temps, tac, je me dis, est-ce que, par contre, la puissance qu'on va avoir, est-ce que le réseau va pouvoir? Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, toutes les voitures que nous avons de nos constructeurs, je vous l'ai expliqué, est à 100 kW. Si vous prenez du 400 volts sur éventuellement les BYD, c'est vrai, de chez Tesla, leur Blade, on est peut-être plus à 150. Quand tu vois les Renault groupe Stellantis, on sera plus sur une moyenne de 60 kW. Donc, pendant qu'il y en a un qui est en train de finir de charger, l'autre atteint son pic. Donc si on a une moyenne de 60 kW et qu'on est chez Unity Electra et qu'on a 4, 6, 8, même 10 bornes, je te laisse faire le calcul, 10 bornes à 80, ça te fait 800 kW. Par contre, autant chez Unity, ils ne dépassent pas les 10 bornes, Fastnet ou autre ou quoi, demain Tesla, s'ils font du 800 volts et que tu as énormément dessus qui sont entre 20 et 40 stèles, et que tout le monde se tape une moyenne à 250 kW, je parle même pas du pic à 350, moi ça me fait rigoler, parce qu'honnêtement ça veut dire que tu es à 2 mégas, Wh, x 4 encore, tu es à 10 mégas. Donc si le sucre il est plein, est-ce que les transformateurs Tesla, je pense que voilà, ils ont l'habitude avec les gigapacks, etc. Mais est-ce que ça va pas faire sauter le réseau au niveau du canton, du département, ou carrément le réseau comme il a pu avoir en Espagne? Donc, j'ai posé la question, est-ce que faudra-t-il de la vaseline? Oui, l'utilisation de la plateforme 800 volts pour les voitures électriques en raison de leur capacité à charger à très haute puissance jusqu'à 350 kW, et c'est surtout encore une fois le palier qui est vraiment très bon, peut poser donc des défis pour le réseau électrique français, notamment en termes de gestion de la puissance. Voici une analyse donc des risques potentiels et des conséquences spécifiques au contexte français. Surcharge locale des réseaux de distribution. Les bornes de recharge ultra rapides compatibles avec les systèmes 800 volts, 250 à 350 kW, je ne parle même pas du 600 kW quand les camions vont arriver, consomment une puissance très élevée. Si plusieurs véhicules chargent simultanément dans une même zone, par exemple sur une zone d'aire d'autoroute, cela peut entraîner une surcharge des transformateurs locaux, et je ne parle même pas, où je crois que tous les 20 km, vous avez des bornes de recharge. Donc Fastnet, Total, Unity, donc sur un tronçon de 100 km,
une autoroute, hein, je te parle même pas des autres axes autoroutiers qui peuvent être perpendiculaires ou parallèles ou quoi machin. Tu as peut-être donc une cinquantaine de bornes, une centaine de bornes qui chargent à 250 kW. Si plusieurs véhicules, donc on aura, peut entraîner donc une surcharge des transformateurs locaux ou des lignes de distribution, surtout dans les zones rurales où le réseau est moins robuste. Voilà, on l'a bien vu avec la 3G, 4G, 5G, il y a des endroits où ça passe pas. Donc en fait, on va avoir le même problème sur des endroits où peut-être qu'on n'aura pas pensé à avoir donc un transformateur, non pas sur place, mais un plus gros transformateur qui est un peu plus loin, assez puissant, pour gérer donc cette charge, le pic de demande sur le réseau national. Donc, lors des périodes de forte utilisation, donc on parle même plus du pic quand tu arrives à la station, que tu as 350, à l'extrême, tu as 10 pécores, 10 pélos qui arrivent et qui prennent à 10, 350. Non, on parle du pic pendant les vacances, les différentes vacances scolaires. Donc, lors des périodes de forte utilisation, départ en vacances, soirées, la recharge simultanée de nombreux véhicules électriques à haute puissance pourrait créer des pics de demande sur le réseau par RTE, réseau transport d'électricité. En 2025, la part des véhicules électriques en France reste limitée, environ 20% du parc automobile. Là, il a fumé, là, on est à 2 à 3% après par rapport à l'utilisation, il faut voir, mais bon, une adoption massive d'ici 2030-2035 pourrait accentuer ce risque. Les systèmes 800 volts en chargeant plus vite concentrent la demande sur des périodes courtes, en amplifiant donc les pics par rapport au système de 400. Je suis désolé, je pense en même truc à quelque chose qui est très important. D'autant plus que, par exemple, même Tesla, qui a du photovoltaïque, ou même des fois tu peux avoir sur des Leclerc ou autres, c'est renvoyé dans le réseau. Donc en fait, tu renvoies dans le réseau pour renvoyer en fait dans les bornes. C'est ça qui m'inquiète en fait. C'est pas la borne en elle-même, c'est pas la stèle, c'est pas forcément le transformateur, mais c'est le transformateur qui est à côté et qui va gérer en fait à la fois les stèles, qui va gérer en fait une zone industrielle et éventuellement un bidirectionnel entre le photovoltaïque qui renvoie déjà dans le réseau et moi, je suis inquiet. Je dis ça, je dis rien. Stabilité du réseau. Une forte augmentation de la demande instantanée parce qu'on ne parle pas encore une fois de photovoltaïque qui serait stocké dans des batteries et qu'on aurait une autogestion, tu vois. Non, on parle d'un bidirectionnel. Donc, j'ose espérer que le plus gros transformateur qui est un peu plus loin, qui gère la zone, il y a ce qu'il faut. Où il faut. Parce que ça serait dommage quand même de devoir faire sauter, parce que tu vois qu'il y a un problème de tension, ou qu'il y a trop de puissance, et que finalement ça fasse sauter toute la zone, ou éventuellement un peu plus loin. C'est ça le truc en fait. Et que ça grille même éventuellement, peut-être ça peut, moi j'ai vu là, ça a sauté chez moi à 7h du mat, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a un peu niqué le réseau Wi-Fi. Il a fallu que je reconnecte tout et ça a grave fait bugger, donc je me demande s'il n'y a pas eu un problème de tension. Ça, c'est un souci aussi. Limite des infrastructures de recharge actuellement. Bon, ça, on s'en fout. Le facteur atténuant, gestion intelligente donc de la recharge. Donc oui, il faudra voir éventuellement si on réduit les puissances, si on se rend compte que le transformateur, donc c'est un petit peu comme le Linky, voilà, qu'on ait à plus grosse échelle, une prise en permétrie qui disent, là voilà, le transfo, il s'est limité de lui-même à tant de kilowatts et il y a une bride. Voilà, donc un petit peu comme les charges partagées. Donc renforcement du réseau, mais tout ça, ça va coûter cher et on va encore dire que voilà, si la France est en déclin, c'est à cause de la voiture électrique. Donc les bornes ultra rapides sont souvent installées avec des systèmes donc de stockage d'énergie, batterie tampon, pour réduire donc la pression sur le réseau lors des pics de recharge. Ouais, faudra voir si Tesla sera pas obligé de mettre du photovoltaïque, mais alors plus sur des toits, mais vraiment un parc entier, et éventuellement donc de créer à côté un gigapack qui permettra de compenser des pics qui sont vraiment très très particuliers, qui vont être malheureusement entre midi, vers 16h, Tesla le sait, peut-être un peu le soir vers 20h, et après il y a des gains. La journée, voilà, le matin il n'y a rien, c'est pour ça qu'en fait ils proposent et qu'ils vont faire en fait des tarifs préférentiels, et ça c'est une très bonne chose parce que ça va permettre à les gens comme moi, tu vois, qui sont un peu plus ratchous, de faire un peu plus attention et de charger un petit peu plus le matin, tu vois, et d'éviter en fait la journée et de se retrouver en fait avec les autres personnes, parce qu'il y en a voilà qui préféreront payer donc plein pot. Donc voilà en tout cas pour cette autre partie. On passe à la prochaine. Alors là on va parler donc
de la borne essentiellement, parce que c'est bien beau le confort pour le client, donc lui il est content, il a gagné 10 minutes, mais finalement pour, on va dire, les infrastructures, les collectivités, l'impact que ça peut avoir, et puis finalement par rapport à du 400 volts, est-ce que le jeu en valait la chandelle? Donc, est-ce que donc, les bornes 800 volts coûtent plus cher à installer? Oui. Les bornes 800 volts, généralement, donc des bornes ultra rapides, de 150 à 350 kW, c'est même plutôt 250, sont plus coûteuses à installer que les bornes 400 volts, souvent limitées à 50-150 kW. Donc voici les raisons principales. Donc les bornes 800 volts nécessitent des composants haute tension, tout à fait logique, donc transformateurs, convertisseurs, modules de puissance, capables de gérer des tensions et des puissances élevées, des composants souvent à base de technologies avancées comme le carbure de silicium, je vous l'ai déjà dit par rapport au silicium, donc c'est plus cher que ceux donc des bornes 400 volts. Par exemple, une borne ultra rapide de 350 kW peut coûter entre 50 et 100 000 euros, selon les modèles et les fabricants comme Unity, ABB ou Tritium. Sachant que les frais d'infrastructure, ce n'est pas que la borne. Donc c'est la borne, transformateur, c'est toute la gestion. Le seul avantage, encore une fois, que ça peut avoir, et on verra éventuellement, on en reparlera dans la conclusion, c'est le débit. Donc en fait, les gens vont s'arrêter moins longtemps. Mais bon, ça c'est pas encore sûr, parce qu'à cette vitesse-là, en fait, les gens vont peut-être se dire, bah, je ne recharge pas à 80, je recharge à 100%. Donc connexion, sachant que voilà, une 400 volts, je crois que je ne l'ai pas dit, entre 10 et 30 000 euros, donc pour une bonne rapide, entre 50 et 150. Donc ça doit être un petit peu plus cher les 250, entre 150 et 250, ça doit être 50 000, mais c'est le double. Donc les infrastructures coûtent beaucoup plus cher. Connexion au réseau électrique. Les bornes 800 volts exigent une connexion au réseau moyen tension, 20 kV, donc en France, pour supporter les fortes puissances, contrairement aux bornes 400 volts qui peuvent souvent se connecter au réseau basse tension, donc du 230 de 400 volts. Donc cela implique des travaux plus complexes, comme l'installation de postes de transport dédiés qui augmentent les coûts. C'est non négligeable. Très important, les bornes 400 volts peuvent être sur les basses tensions, 230 à 400 volts. Sur le 800 volts, on passe sur du 20 000 volts. Connerie. Renforcement du réseau local. Dans certaines zones, le réseau électrique local peut ne pas supporter la puissance demandée par une borne 800 volts. Sans un renforcement, nouveau câble, transformation plus important. Bon, le système de gestion de sécurité, bref, tu as compris que tout ça, c'est pas anodin. De passer du 400 au 800 volts, ça va obligatoirement demander en fait des frais d'infrastructure à tous les niveaux, au niveau de la borne, pas forcément, mais du transformateur, de ses matériaux utilisés, et bien sûr donc de passer à un câblage en fait en moyenne tension quand même, alors qu'on était en basse tension. Enfin franchement, on n'est pas en Chine ici. Pour moi je trouve que c'est du gaspillage, mais bon après voilà, ça n'est que moi. Est-ce que les bornes 800 volts donc demandent un câblage plus important? Voilà, donc on va pas répéter. Le câble de côté borne, donc borne vers véhicule, le borne 800 volts utilise des câbles de charge généralement au standard CCS Combo 2 en Europe, conçus pour supporter les tensions jusqu'à 1000 volts, ça je vous l'ai déjà dit, et des courants modérés de 200 à 500 ampères. T'as pas intérêt à taper un arc, hein. T'es raide. Ces câbles sont plus fins que ceux des bornes 400 volts pour une même puissance, donc là c'est toujours par rapport à la puissance P, et U fois L, donc par rapport au joule, est obtenu avec un courant plus faible. Donc le courant est plus faible grâce à la tension plus élevée. Cependant, ces câbles doivent être intégrés à un système de refroidissement liquide pour... Voilà, c'est un petit peu comme lorsqu'on faisait du die sizing. Donc en fait, on a fait des moteurs plus petits, on a foutu un turbo, il faut renforcer de partout. Donc en fait, c'est plus petit, c'est plus fiable sur certaines choses, si on peut dire, ça va consommer moins, on le voit, donc il y a un meilleur rendement, moins de pertes, mais derrière tout ça, voilà, un câble de refroidissement pour 350 kW peut coûter plusieurs centaines d'euros contre une centaine pour un câble non refroidi. Donc en fait, il faut refroidir le câble. C'est une usine à gaz ce truc. Câblage côté réseau, raccordement au réseau électrique, le câblage entre la borne et le réseau électrique doit être dimensionné pour supporter des puissances élevées, mais pas nécessairement plus gros. Les câbles moyenne tension 20 000
volts utilisés pour les bornes donc, de 800 volts sont souvent plus fins que les câbles basse tension des bornes 400 volts. Car ils transportent moins de courant, bon, on l'a déjà dit, hein, c'est par rapport au courant et par rapport au joule. Cependant, des câbles moyenne tension nécessitent des isolants donc, de meilleure qualité. Donc, a priori, on a le 800 volts permet une meilleure fluidité, si on peut dire en fait, plus de puissance. Mais pour autant, cette puissance apportée, a priori, peut générer des arcs à tous les niveaux, au niveau de la voiture, pas forcément au niveau de la borne, mais au niveau du transport. Et ça, ils le savent déjà de base. Et donc, il faut un isolant particulier à chaque fois. Il faut des composants plus résistants. Donc, encore une fois, tout ça n'est pas anodin. Mis dans la terre, etc. Donc, il doit y avoir peut-être, ça peut créer des perturbations au niveau des animaux, puisqu'en fait, ces câbles sont soit enfuis, soit éventuellement à ligne. Tu sais, on l'entend, ça crépite, c'est un truc de fou. Donc stockage d'énergie, certaines stations donc ultra rapides intègrent donc des batteries tampons. Donc voilà, ça aussi bien sûr, ça aura un coût. Donc pour avoir des batteries éventuellement tampons, pour pouvoir compenser ces puissances qui sont trop importantes et qui pourraient générer en fait une surconsommation et voilà une surconsommation malheureusement au niveau du transpo. Et soit le transpo peut pas gérer la puissance qui arrive, soit en gros il est de toute manière limité sur sa zone géographique. Donc ça va demander encore une fois soit de le limiter, soit éventuellement donc de devoir changer. Alors avant la conclusion, j'avais demandé d'ailleurs à Grok si finalement c'était pas un gaspillage. Bon lui c'est un robot si tu veux, il m'a dit ouais c'est du gaspillage peut-être, mais bon c'est pas mal et tout. On reviendra dans la conclusion et je te donnerai mon avis. Et dans cette avant-dernière partie, on va quand même parler donc finalement, est-ce que les plateformes 800 volts, c'est pas un dangereux finalement pour les cellules? On a un petit peu parlé, on s'est rendu compte déjà qu'avec Hyundai et Kia, donc c'est le même groupe, le 800 volts, ça passe très bien. Donc je vous remettrai peut-être un bout de texte si vous voulez, mais la plateforme 800 volts et sa charge à haute puissance. Donc une plateforme 800 volts donc, permet des charges ultra rapides grâce à une tension plus élevée, ce qui réduit le courant nécessaire pour une même puissance, donc P égale U fois I. Donc par exemple pour 300 kW, un système 800 volts utilisera environ 437 ampères contre 875 ampères pour un système 400 volts. Donc, mais plus de puissance, donc plus d'arc. Voilà, les cellules des batteries, donc généralement lithium-ion comme NMC ou LFP, sont soumises à des contraintes lors de la charge rapide, notamment en termes de chaleur, de dégradation chimique ou de stress mécanique. La gestion est donc de savoir si la haute tension et la forte puissance des systèmes 800 volts aggravent donc ces contraintes. Risque potentiel pour les cellules. Oui, la charge à très haute puissance avec une plateforme 800 volts peut poser des risques pour les cellules, mais ces risques cependant de la conception de la batterie et des systèmes de gestion. Voici les principaux dangers. Surchauffe des cellules, donc la charge rapide génère de la chaleur en raison donc de la résistance en termes de... Mais bon, le câblage est mieux fait, donc au final, je trouve que voilà la ventilation, je trouve là c'est pas assez perfectible, ça va dépendre de la gestion du BMS, de comment est géré en fait et comment est chauffée la batterie, et puis aussi du refroidissement, donc du liquide de refroidissement entre guillemets, c'est mieux que par air. Et comment en fait le circuit, tout l'ensemble est géré. Ça, je pense que ça sera très très important. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc dans l'ensemble, pour faire simple, ça va pas changer grand chose. Je trouve que on y viendra dans la conclusion. Je vois pas, encore une fois, donc l'intérêt mis à part de gagner 5 minutes. Dégradation chimie accélérée, la charge rapide, donc surtout à des taux donc, de charge élevés. CA, donc par exemple le 3C, pour charger en 20 minutes, peut provoquer des réactions secondaires comme la formation donc, de lithium métallique, plaquage de lithium sur l'anode. Cela réduit la capacité et peut créer des courts-circuits internes. Bien que la tension plus élevée, 800 volts, ne soit pas directement en cause, la forte puissance. Donc en fait, c'est ça qui est le paradoxe, c'est-à-dire que c'est pas la structure ou c'est pas l'architecture 800 volts et notamment la tension qui serait réellement le problème, mais la puissance. Parce que on arrive à des puissances qui sont quand même assez folles. Donc ne soit pas directement en cause, la puissance peut pousser les cellules à fonctionner dans des conditions extrêmes, accélérant leur vieillissement. Je pense que oui.
c'est inévitable. Stress mécanique. Les cycles de charge rapides entraînent une expansion à une contraction des métaux des électrodes, ce qui peut provoquer des micro-fissures dans les cellules. Une utilisation fréquente de la charge ultra rapide avec une plateforme donc 800 volts pourrait amplifier ce phénomène, surtout pour des cellules non optimisées. Donc, il faudra voir voilà, par rapport aux cellules, par rapport au BMS, par rapport à la gestion. Donc tout ça sera à prendre en compte. Pour le moment, on voit les retours, notamment chez Tesla, des taxis à 500 000, 1 million, même des fois des batteries qui n'ont pas été changées. Donc j'ai l'impression qu'il faudra privilégier plutôt une batterie LFP pour s'il y a une dégradation qui est plus importante par rapport donc au nombre de cycles. Risque d'emballement thermique. Dans ce cas, une surchauffe, il l'a mis 2 fois, ou un défaut dans une cellule peut déclencher un emballement thermique, où la chaleur s'auto-amplifie, pouvant mener à un incendie. Bon, voilà, facteur atténuant les risques, la fabrication de véhicules électriques équipés de plateformes 800 volts, les Taycan, Hyundai, etc., mettent en place des mesures pour minimiser donc, les dangers et les cellules. Voici comment le système de refroidissement avancé, donc les batteries 800 volts sont équipées de systèmes refroidis liquides performants qui permettent les cellules dans une plage de température de 20 à 40 degrés, même pendant une charge rapide. Par exemple, la Porsche Taycan utilise un refroidissement actif pour dissiper la chaleur, dissiper, oh là, j'ai mis un nez, j'ai pas mes lunettes, générer donc à 270 kW. Cela réduit donc le risque de surchauffe et de dégradation thermique. Le système de gestion donc de batterie BMS, sophistiqué, bah oui, il faudra un BMS qui est différent, tu vas pas foutre un truc de 400 volts, donc il faut un truc de 800 volts, 400 volts, donc le BMS surveille en temps réel donc la tension. Bah, c'est le problème je pense du BMS donc de 400 volts de chez BYD qui fait comme ça parce qu'en gros il sait pas gérer les cellules, un coup ils ont chaud, un coup ils ont froid, ils savent pas le réguler en fait. Ça c'est assez inquiétant. Voilà, le système de gestion de batterie de BMS sophistiqué. La plateforme 800 volts sont conçues avec des BMS spécifiques, on en a parlé pour gérer donc les hautes tensions. Les cellules optimisées pour la charge rapide. Donc limite de la charge rapide, des véhicules 800 volts limitent souvent leur charge rapide à une plage spécifique 10-80 pour éviter de stresser les cellules à des étapes de charge élevées, proches de 100%, où la dégradation est plus marquée. Donc oui, il faudra voir en fait à partir de 80 si tu charges qu'à 100%, est-ce qu'elle fait bien son rôle en fait de diminuer au fur et à mesure ou est-ce qu'elle tape en fait dans la batterie et qu'elle commence en fait à continuer à mettre des puissances qui risquent pour le coup d'abîmer, dégrader en fait la batterie. Conception robuste des batteries. Les batteries 800 volts sont structurées en modules avec une isolation renforcée pour gérer les hautes tensions, réduisant les risques d'arc électrique ou de court-circuit. C'est vraiment leur drame. J'ai l'impression que ce qu'ils ont peur là, c'est plus qu'elles prennent feu, c'est en gros le court-circuit, mais surtout l'arc électrique. Là, donc des tests rigoureux, normes ISO 3.3, garantissant que les batteries résistent aux conditions extrêmes, y compris les charges rapides répétées. A priori, c'est là où de toute façon, c'est essentiellement des batteries chinoises et ils savent gérer, il n'y aura aucun problème. Comparaison avec les systèmes 400 volts, tension versus courant. Dans un système 400 volts, la même puissance, exemple 150 kW, nécessite un courant plus élevé. Donc on l'a déjà parlé, 375 versus 187 ampères pour 800 volts, ce qui génère plus de chaleur dans les câbles et les connecteurs, mais pas nécessairement dans les cellules elles-mêmes. Les cellules des systèmes 400 volts peuvent être moins sollicitées en termes de tension, mais elles subissent des contraintes similaires lors de recharges rapides à cause de courants élevés. En pratique, le risque pour les cellules dépend plus de la puissance totale kilowatt et du taux de charge, donc par rapport au C, et que la tension donc en 400-800 volts. Durée de vie, des études montrent que la charge rapide, qu'elle soit 400 volts ou 800 volts, réduit la durée de vie des cellules si elle utilise fréquemment, par exemple une charge 3C, peut réduire la capacité de 20% après 1000 cycles contre 10% pour une charge 1C. Ce
qui est tout à fait logique, et c'est là où on peut se poser la question des batteries LFP Golden Bricks ou qui intégreraient en fait autre chose que du lithium fer phosphate, avec donc un cycle entre 5000 et 6000, ça serait pas mieux que du NMC, parce que là, a priori, la NMC, elle va manger grave, hein, quand même. Et donc, c'est peut-être contre-indiqué pour des taxis qui chargeraient continuellement sur ce type de choses. Donc la conclusion, je ne vais pas te la lire parce que je commence à en avoir plein le huc, mais voilà, il privilégie de toute façon des charges plutôt lentes, AC ou DC inférieures à 150 kW pour un usage quotidien. Bon, on l'a bien vu qu'on peut aller jusqu'au bout, que c'est pas forcément un problème, mais bien sûr que ça va avoir un petit impact. On le voit chez Tesla. On passe à la conclusion. Donc en conclusion, on voit que ça a des effets positifs par rapport aux 800 volts, un câblage plus fin, éventuellement donc des puissances plus importantes, on va avoir une charge donc qui est plus rapide. Par contre, on va avoir donc des matériaux qui sont donc plus robustes. On va pas forcément avoir à surveiller la partie joule, la partie chaleur du câblage, hein, ça va pas fondre, ça va pas cramer, il y aura pas de problème, mais ça va être plutôt au niveau donc de la puissance qui sera donc supplémentaire, donc une bonne gestion encore une fois du BMS, du refroidissement et du liquide de refroidissement et de toute l'intégration, etc. Attention, on a bien vu donc aux arcs. Moi, ce qui m'inquiète le plus, hein, franchement, si vous regardez que la conclusion, c'est plutôt au niveau des bornes. C'est-à-dire que le véhicule, en fait, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est le temps, de gagner 10 minutes, mais il y a plus, je trouve, d'inconvénients que d'avantages. Donc en fait, le 400 volts pour moi serait suffisant et en fait, il faut savoir mieux gérer son autonomie et aller travailler plus sur la consommation du véhicule que finalement lui mettre quelque chose qui est plus complexe et qui apporte donc des choses plus dangereuses et qu'on ait besoin donc d'isoler. Par contre, là où des charges beaucoup plus puissantes sur le réseau, eh bien ça risque d'impacter finalement, eh bien on le voit bien, on passe quand même, donc on n'est plus sur du basse tension, on l'a vu entre 230 et 400 volts, mais on est sur du moyenne tension. Donc moyenne tension passe tout de suite à 20 000 volts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, donc ça veut dire que des câbles beaucoup plus isolés, on sait très bien que voilà, des problèmes encore une fois d'arc, des problèmes d'étanchéité, des problèmes d'isolation, parce qu'aussi ça doit avoir un impact, qui dit volt, dit même si plus on a de volts, a priori moins on en ampère, c'est des puissances qui sont complètement folles. Donc derrière, il faut assurer avec des transformateurs. On voit bien que derrière, il faudra peut-être, pour soulager le réseau à certains moments, donc des batteries, notamment LFP, donc stationnaires. Donc tout ceci, encore une fois, n'est pas anodin. Et pour un constructeur, par exemple, comme Tesla, avec des superchargeurs où tu en es 20, 30, 40, donc de stèles, donc des bornes, je vous l'ai déjà dit, est-ce que c'est judicieux quand tu vas aux États-Unis, même en France, là, je sais plus, on arrive, je sais plus où c'est là, en dessous de Dijon, là où je me suis arrêté, il y en a 50 ou 60. Tu imagines le réseau? Donc, je ne sais pas si Tesla s'est dit, oui, c'est une idée, mais est-ce que c'est utile? Moi, je pense que concrètement, il faut continuer à travailler sur du 400 volts et comme expliqué, sur des batteries NMC, donc de charger sur du 3C, on le voit bien, de toute façon, au-delà du 3C, hein, c'est sur du 350 kW, 250 en moyenne ou quoi que ce soit, ça va avoir donc une dégradation plus importante. Donc une batterie qui est en NMC, qui fait du bidirectionnel, qui est très grosse, qui n'a pas une bonne efficience, comme tous les véhicules finalement électriques chinois, c'est horrible à dire, et en plus qui va apporter une dégradation supplémentaire, c'est pas le roussi, ça sent le roussi. Et le paradoxe, c'est que alors qu'on pourra avoir du bidirectionnel ou autre sur de la batterie donc LFP, eh bien on voit bien que leur batterie LFP, même avec des 60-70 kW, 90 kWh, donc en gros, on n'a pas des autonomies qui sont folles. Donc pour moi, on a mis la charrue avant les bœufs. Ça aurait pu être intéressant pour des choses spécifiques, mais on aurait pu, sur du 400 volts, on voit le modèle Y en BYD, batterie de 58 kWh. En fait, pour moi, l'idéal, une architecture 400 volts, avec une charge à 150 en palier, batterie LFP 50 kWh, batterie de 50 kg, donc Wh, un 1080 en 15 minutes, c'est plié. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? 15-18 minutes. Même pas 15 minutes.
Donc, n'allons pas dans cette course de l'autonomie avec un véhicule électrique face à un véhicule thermique. Dans ces cas-là, vous prenez un thermique, vous prenez un hybride rechargeable, vous prenez un prolongateur, en fait, comme vous voulez, même si je pense que c'est une ânerie. Et n'allons pas, en fait, à vouloir dire, bah ouais, mais bon, vous avez vu, là, en 5 minutes. Ça demande des techniques sur le véhicule électrique, déjà, mais ça demande obligatoirement de passer à des câbles moyenne tension qui n'est pas nécessiteux. 20 000 volts, enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc pour moi, meine Meinung nach, pour moi, je l'ai dit depuis le début, c'est du gaspillage. Et c'est pas utile. 50 kWh, 15 minutes, 10,80 pour un véhicule de 3,30 m, 4,30 m, pardon, 4,40 m. Oui, le problème, ils vont compenser. Parce que quand vous regardez toutes les marques, que ce soit Renault, Stellantis, même Mercedes ou autres, eh bien, les batteries ne sont pas assez grosses parce que les véhicules ne sont pas assez efficients. Vous avez par exemple un Scénic qui a une batterie de 60 kWh, bah, à la limite tout le monde prend une 87 parce que ça suffit pas. Et au final, vous avez des temps de charge qui sont extrêmement longs, vous prenez 30-35 minutes. Et donc, pour vous compenser ça, on va mettre donc une architecture qui va coûter plus cher, qui peut être, je trouve, elle est très intéressante par rapport au circuit, à la chauffe. Mais pour le reste, et à la durée, au temps, pour le reste, l'impact, encore une fois, mais je suis désolé de me répéter, de me répéter, l'impact est tel sur tout le reste, au-delà des bornes, les transformateurs, toutes les lignes qu'il va falloir installer, 20 000 volts, et derrière, ce que ça risque de pénaliser, ou si ça ne pénalise pas, il faille dans ces cas-là avoir à chaque fois des batteries de stockage, etc. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Moi, c'est non. Et vous en ferez ce que vous voulez. Voilà pour cette vidéo. Je crois, là, j'en suis à la fin. Ça fait pratiquement... elle sera pratiquement d'1 heure. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à mettre des pouces. N'hésitez pas à la partager. Je pense qu'on a fait le point. Et 1000 volts, les gens qui vous disent 1000 volts, on va passer à 600 kW. Hein, en 3 minutes. Tu n'auras même pas le temps de sortir de ta bagnole. 33 minutes. C'est comme les inductions. Il y a des pertes importantes. C'est comme sur l'autoroute éventuellement de faire des routes, donc entre guillemets à induction. Tout ça, c'est une connerie. Et d'ailleurs, c'est vrai que le 800 volts a un gros avantage, moins de pertes. Et pour le reste, ce que ça va consommer, c'est un truc de fou. Donc, c'est de se dire, pour gagner 5-10 minutes, tu auras 6 bornes Unity, elles vont consommer plus que tout un parc où tu aurais mis 20 ou 30 stèles. Et c'est ces gens qui sont plutôt d'idéologie de gauche, fallait bien que je digresse au bout d'une 30 minutes quand même, sur un petit vlog à la fin, qui te disent la voiture électrique et le CO2, et qui te parlent de CO2, bah là je suis désolé. Mis à part le seul argument qui est la perte et le temps, pour le reste, je trouve que c'est un déploiement d'énergie qui n'est pas justifié en fait pour 3 arrêts de 20 minutes. Où ça va te faire perdre grossièrement 1 heure. Sur un véhicule thermique, tu aurais perdu peut-être une demi-heure. Et finalement, tu veux essayer de faire la course au thermique. Donc on les a vus les arguments. Les pro-chinois, ceux qui vous proposent du 1000 watts, du 1000 volts et quoi. Donc tout ceci n'est pas anodin encore une fois. Courant, moyenne, c'est ouf. Moyenne tension. Tu vois, donc avant de chercher tout ça, je ne m'attendais pas à tout ça, donc j'espère en tout cas que ça vous a permis de voir vraiment un petit peu l'ensemble vraiment des choses, et tout ce que le déploiement, encore une fois, que ça a, et l'impact que ça risque d'avoir sur le réseau donc de RTE d'une manière globale. Allez, je vous laisse quand même, parce que là ça commence à faire très très long. Je vous souhaite une bonne journée. Encore une fois, bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la pousser. Vous avez vu, ça m'a pris beaucoup de temps. La vidéo, elle fait pas beaucoup de vues. Tant pis. La vidéo, elle fait des vues. Bah, je suis content. Je l'ai fait pour moi. Honnêtement, je l'ai fait pour moi parce que je me suis dit, à chaque fois, on me dit, ouais, mais t'es pas pour le progrès ou quoi? Je me dis, franchement, est-ce que c'est si important que ça? Ben, non. À partir du moment où moi, je vois, si j'avais une BYD, j'aurais pas besoin de mieux. Franchement, j'aurais pas besoin de mieux. Et si tu veux un véhicule qui a plus d'autonomie, bah, tu prends une batterie NMC avec une plus grosse densité et donc en fait une capacité de batterie qui est plus importante. Et tu prends dans ces cas-là un véhicule qui a une bonne consommation, un bon CX et qui va t'emmener finalement loin et s'arrêter toutes les 3h20 minutes
t'auras même pas le temps de manger, t'auras pas le temps de prendre un 4 heures avec tes enfants, t'auras même pas le temps de te poser, que limite tu pourras même charger jusqu'à 90% sans problème. Ciao à tous!